pensée. La sidération, comme le dit le cinéaste Wim Wenders dans un film célèbre, se substitue à la réflexion. Nous sommes captés, hypnotisés par l'image, interdit d'accéder à la pensée symbolique. La pensée symbolique, c'est celle qui se travaille avec des enfants très jeunes, quand on vient sur la scène d'un théâtre, que déjà on comprend qu'il y a une scène et une salle, et que l'on passe de la gesticulation au geste, le geste, un geste. Louis Jouvet disait que dire bonjour sur une scène de théâtre, c'est tendre la main de telle manière que ça fait mal, que chacun des muscles de la main fait mal, parce que c'est atteindre cette perfection dans le symbolique qui fait que ce n'est plus quelqu'un qui tend la main que nous voyons, mais à travers ce quelqu'un. C'est un salut à l'humanité tout entière. Alors oui, nos enfants ont du mal à accéder au symbolique. Et pour qu'ils accèdent au symbolique, ils ont besoin de médiation. Ces médiations que leur offre précisément l'éducation artistique et culturelle à travers sa multitude de disciplines, que ce soit bien sûr le théâtre, mais que ce soit la musique, que ce soit l'architecture, quand on construit des cabanes par exemple, et que l'on fait des petites maisons miniatures, ce qui est déjà une manière fantastique d'accéder au symbolique, mais que ce soit bien sûr la danse, qui est une forme de symbolique tout à fait extraordinaire. Le symbolique impose le plus de sens possible pour le moins d'effets inutiles. Dans un monde de l'image où nous avons le plus d'effets inutiles pour le moins de sens possible. Le plus d'effets inutiles pour le moins de sens possible, mesdames et messieurs qui n'êtes pas français, vous le trouvez dans les parcs d'attractions. Vous le trouvez quand vous allez au Futuroscope à Poitiers et qu'on vous fait descendre une rivière dans une salle de cinéma en vous installant sur un fauteuil monté sur des vérins hydrauliques avec des écrans à 360 degrés, avec du son surround, comme on dit, et même en vous envoyant de la pluie sur la figure pour que vous ayez vraiment le sentiment de descendre la rivière. Alors là, vous avez de l'effet. Pour avoir de l'effet, il y a de l'effet. Et quand vous sortez de là, vous n'avez plus du tout envie de descendre la rivière, mesdames et messieurs. Vous avez eu l'effet, vous n'avez plus besoin d'avoir le fait. La société des effets, la société de la surenchère des effets, est une société qui nous exonère de l'expérience intime du fait fabuleux, du fait artistique, du fait historique. Alors oui, il faut aider nos enfants à accéder au symbolique et à ne pas les laisser prendre dans les raies de la société des effets. Pour cela, nous avons des combats à mener, utopiques certes, mais je préfère voir ce qui émerge, comme le dit Italo Calvino, que me complaire dans la désespérance. Oui, il faut mener le combat contre l'hégémonie du prix pour une politique de la valeur. Oui, mesdames et messieurs, il ne faut pas confondre le prix et la valeur. Comme vous le savez, une tonne de blé à la bourse de Chicago change environ 20 fois de prix en une heure. Un baril de pétrole a une trentaine de prix entre le moment où il n'est pas sorti de terre, mais on pressent qu'il va sortir, et le moment où il est vendu. Le prix, c'est tout sauf l'humain. Le prix, c'est l'hégémonie de la lutte et du rapport de force pour faire baisser les prix. Par rapport à cela, nous avons à militer, oui, pour une évaluation non pas exclusivement quantitative sur des standards fustiles internationaux,
mais pour une évaluation qualitative du travail qui est fait par les humains. Une évaluation habitée par des exigences, qu'elles soient éthiques et esthétiques. Oui, nous ne pouvons pas abandonner le monde de la culture au monde marchand complètement. Nous avons à y résister pour y dire que la gratuité, c'est la plus grande des valeurs, même si elle n'a pas de prix, précisément. Alors, puisqu'il nous faut lutter contre cette hégémonie, nous avons aussi à lutter, et au sein du monde artistique et culturel, ce n'est pas chose facile, pas plus qu'au sein du monde universitaire, contre la logique énoncée par le sociologue Pierre Bourdieu, il y a déjà longtemps, de la distinction. Dans un livre qui porte ce titre, La distinction, Pierre Bourdieu expliquait que globalement, la fonction de la culture n'est pas d'abord de satisfaire des besoins anthropologiques des humains, mais c'est de montrer à certains d'entre eux qu'ils sont supérieurs à d'autres. Nul, ni vous ni moi, ne sommes encore aujourd'hui à l'abri de cette tentation. Ni l'artiste qui croit qu'il est supérieur au technicien, ni le technicien qui pense qu'il pourrait peut-être se passer de l'artiste, ni l'enseignant qui utilise l'artiste à son gré, ni le politique qui pense que sans lui rien ne pourrait se faire. Alors oui, contre la logique de la distinction, c'est celle de la coopération que nous devons promouvoir entre l'ensemble des acteurs, et c'est celle-là qui existe sur les territoires dont nous parlons cet après-midi. Une logique de la coopération où l'on se confronte ensemble, sans regarder l'autre de haut, à des tâches communes, enseigner et transmettre aux petits d'hommes tout ce qui leur permettra de devenir des petits hommes. S'atteler ensemble, malgré les différences culturelles, sociales, à ce qui nous réunit plutôt qu'à ce qui nous sépare, c'est-à-dire aux questions fondatrices auxquelles nous cherchons tous et toutes à avoir des réponses dans nos lieux différents, dans nos modes d'expression différents, dans nos cultures différentes. Ce sont les mêmes questions qui nous animent. Et dès que l'on est sur le registre des questions, on dépasse celui de la distinction parce qu'on découvre que les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes craintes, les mêmes espoirs et les mêmes espérances nous habitent ensemble, et que si nous y apportons des réponses différentes, ce n'est pas un appauvrissement, c'est une chose superbe parce que cela nous permet de profiter ensemble des réponses que chacun apporte séparément aux questions que nous nous posons tous. Alors oui, contre la logique de la distinction, c'est celle de la coopération. C'est celle de la reliance, comme dit Edgar Morin, que nous avons à promouvoir. Et puis, si nous continuons à esquisser cette utopie de ces territoires transformateurs et à aller un peu plus sur le champ du directement politique, disons que contre toutes les formes d'externalisation et de marchandisation des services culturels, vous incarnez, vous luttez pour une culture de service public. Ce qui ne veut pas dire pour une culture nationalisée, mais pour une culture qui remplisse des missions de service public. Équité d'accès, mais pas seulement. Équité aussi dans la demande, dans la démarche que l'on met en route vers les uns et vers les autres. Nous avons à faire reconnaître que l'art et la culture sont des missions de service public et qu'en tant que telles, elles ne peuvent en aucun cas, bien sûr, être systématiquement marchandisées. Je vais conclure, cette nouvelle utopie a du mal à prendre corps.
mais vous êtes là pour lui donner vie. C'est le monde du désir, partagé, où apprendre donne encore plus envie d'apprendre. Le monde de la culture inépuisable, où regarder donne envie de faire. Le monde de l'accès au symbolique, où l'exigence est en permanence présente et non pas la complaisance dans l'obscénité. C'est le monde de la valeur et non pas celui du prix. C'est le monde de la coopération et non pas celui de la compétition et de la distinction. C'est le monde du service public et pas le monde marchand. Cette utopie, vous l'incarnez, vous l'avez déjà mise en œuvre, on en aura tout à l'heure des témoignages superbes. Ce n'est pas l'utopie de Thomas More, ce n'est pas l'utopie du moine Campanella, ces utopies de la fixité qui tournent sur elles-mêmes en reproduisant en permanence les mêmes mouvements et en assignant chaque individu à la même place. Ces utopies-là ne nous renvoient que vers le meilleur des mondes d'Huxley ou vers Orwell. Non, l'utopie pour laquelle vous militez, l'utopie des territoires transformateurs, c'est celle qui explore le possible, celle qui suscite des rencontres improbables entre ceux et celles qui jamais sans cela ne se seraient rencontrés, ici en particulier. C'est l'utopie qui organise des réseaux, non pas pour prendre le pouvoir ou pour se mettre au service des logiques de carrière, mais pour subvertir les critères traditionnels de la distinction, pour subvertir les logiques du marché qui font qu'on donne toujours aux plus riches, parce qu'en matière culturelle et dans notre pays, mesdames et messieurs en particulier, la caractéristique de nos politiques, c'est d'arroser toujours d'abord là où c'est déjà mouillé. On touche, on regarde, et s'il y a déjà de l'argent, on en remet encore. Mais les territoires abandonnés, mais les gens qui n'ont pas accès à la culture, ceux qui ne savent pas remplir les dossiers, ceux qui sont livrés à eux-mêmes, loin des services publics, ceux-là, on les laisse s'assécher. Alors les utopies que vous construisez, ce sont celles qui rendent accessibles les villes invisibles dont parle Italo Calvino. Vous êtes une ville invisible. Vous êtes visible aujourd'hui dans ce théâtre, vous l'avez été pendant ces journées, mais vous êtes une ville invisible contre les tentacules du monde marchand. Vous incarnez cette utopie contre la société du contrôle. Vous incarnez le courage. Vos initiatives témoignent que l'utopie est à portée de main dès lors qu'on accepte de prendre le risque de se jeter à l'eau. Le philosophe Vladimir Yankelevitch disait « Il faut toujours prendre le risque, il faut prendre le risque de commencer ». Et il ajoutait « On n'apprend pas à commencer ». Parce qu'il faudrait commencer à apprendre à commencer. Et on n'en finirait jamais. Il disait pour commencer, mesdames et messieurs, il faut simplement du courage. Alors place aux courageux, l'avenir leur appartient, puisque c'est vous. Merci de votre attention.